Dans ces eaux de plus en plus régulées, vivent des espèces rares, comme l'est devenu le saumon sauvage. Les barrages cassent le cycle de vie de celui qu'on surnomme aussi le roi des poissons, l'empêchant de remonter les fleuves pour se reproduire. En moins de 300 ans, le nombre de saumons atlantiques a diminué de 90%. La cause, la surpêche, mais aussi les barrages. Certains ont pris conscience du danger. C'est le cas de Marc Gauthier, gérant de la Cascapédia. Sur cette rivière entièrement préservée, aucun barrage. Une aubaine pour les passionnés du monde entier, prêts à débourser une fortune pour pêcher à la mouche. Mais contrairement à d'autres rivières, dans cette réserve protégée, la pêche reste exclusivement sportive. Pratiquement tous les poissons capturés sont ensuite relâchés. Pourquoi les saumons sont si gros dans cette rivière? Pourquoi cette rivière est particulière? C'est surtout à cause de leur génétique. Malheureusement, en biologie, on n'a pas toujours la réponse précise. Je crois qu'il y avait peut-être plus de nourriture dans cette rivière-là que dans les rivières voisines. Il n'y a aussi pas d'obstacle à franchir, donc les saumons pouvaient être plus gros. Il n'y a pas de chute infranchissable, il n'y a pas de rapide très fort. Peut-être une explication, mais c'est vraiment... Chaque rivière a sa particularité ou à son à ses cailloux aussi. Et Chaque ses rivière a cailloux, ses oui. cailloux. Et sa génétique est particulière à chaque rivière. Sur tous les saumons qui naissent dans cette rivière, combien vont revenir ici? Sur 300 000 saumonaux qui partent à la mer, il y en a moins de 1 % qui vont revenir, donc à peu près 2000 grands saumons sur ces 300 000 saumonaux qui sont partis à la mer. Où meurent les saumons? Pour tenter de répondre à cette question, Marc participe à un projet scientifique, la pose d'émetteurs sur les jeunes saumonaux pour pouvoir les suivre dans leur grande migration. Une fois remis à l'eau, ces poissons se lancent dans un long voyage, se laissant porter par le courant. C'est la dévalaison jusqu'à l'océan. C'est là que Marc et son équipe ont fait une découverte étonnante. Les saumons de la Cascapédia se regroupent avec ceux de toutes les rivières environnantes. Et c'est ensemble qu'ils font une traversée de près de 3000 km pour se rendre de la côte est du Québec jusqu'au Groenland, où les crevettes et les petits poissons abondent. Leur croissance est alors très rapide. Ils prennent de 2 à 4 kilos par an, atteignant jusqu'à 30 kilos et plus d'1 mètre de long. Au bout de 5 ans, les saumons entament le retour vers leur rivière natale pour se reproduire. Ils cessent alors de s'alimenter et vivent sur leurs réserves. Selon les obstacles, le voyage de retour peut prendre de quelques mois à plus d'1 an. En s'adaptant à l'eau douce, leur peau passe du gris au rouge et leurs mâchoires deviennent proéminentes pour pouvoir se battre et féconder les femelles. Tout au long de ce périple, ils doivent faire face à de nombreux prédateurs. C'est grâce à une mémoire olfactive exceptionnelle qu'ils reconnaissent précisément le cours d'eau de leur naissance. Et alors que leurs cousins du Pacifique meurent d'épuisement après la fraye, certains saumons atlantiques sont eux capables d'effectuer 2, parfois même 3 migrations, malgré de nombreuses menaces. Au bout de 5 ans d'études, l'équipe de Marc Gauthier a justement réussi à identifier plusieurs pistes pour mieux comprendre le déclin de l'espèce. Pour vous, quels sont les grands prédateurs du saumon? Les grands prédateurs du saumon, c'est l'humain. Le truc qui a le plus d'impact sur le saumon, c'est les pêches en haute mer, les pêches commerciales en haute mer dans les eaux internationales. Ça, c'est le suspect numéro 1. Bien sûr, les changements climatiques ont à voir avec ça. Autant que ça peut paraître ironique, la planète se réchauffe, mais il y a de plus en plus d'icebergs qui se décrochent, des banquises qui viennent flotter au nord de Terre-Neuve, qui refroidissent l'eau. Le saumon meurt à une température de -1 degré et plus bas. Et présentement, on a mesuré sur des petits secteurs, des zones où le saumon a traversé des zones plus froides que cette température-là. Donc, s'il frappe des murs thermiques comme ça, il peut en mourir. Vous avez ressenti ici le changement climatique? On les a ressentis l'hiver dernier. La mer, les personnes les plus âgées de la baie des Chaleurs n'ont jamais vu ça. La mer n'a pas gelé cet hiver. C'est la baie des Chaleurs, c'est normal? Non, c'est pas normal. Normalement, on pêche, on a 2 pieds de glace, presque 1 mètre de glace l'hiver. On pêche les éperlans, mais cet hiver, il n'y a eu aucune pêche à l'éperlan. La mer n'a pas gelé. C'est la première fois? C'est la première fois qu'on voyait ça. Comment vous voyez l'avenir de votre métier? Je crois pas que je vais terminer ma carrière dans ce domaine-là.
Parce qu'il y a tellement d'impacts nouveaux ici qui arrivent sur le saumon. J'en vois même là, de mes yeux. Je vois une nouvelle algue qui a été introduite il y a à peine 3 ans, une algue qu'on appelle Didimo, qui est en train de couvrir le fond de la rivière. Scientifiquement, c'est pas prouvé que ça va affecter le saumon, mais on en a très peur. C'est la fameuse algue qui arrive de Nouvelle-Zélande et qui est arrivée avec les bottes des pêcheurs. Avec les bottes des pêcheurs. C'est nouveau, ça date d'à peine 3 ans. Donc, l'avenir est incertain pour ce qui est du saumon atlantique. Par contre, sur la Cascapédia l'an passé, on a eu une belle nouvelle. Le peuple autochtone a cessé de prendre des saumons au filet, ce qui va donner un peu d'oxygène à la population de saumon. Je peux peut-être voir d'un œil plus optimiste ma carrière dans le domaine du saumon présentement. Difficile pour Marc de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger cette espèce, alors que le saumon est partout dans nos assiettes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des saumons dégustés dans le monde n'ont plus rien de sauvage. Ils proviennent de l'aquaculture, dont la production a été multipliée par 300 depuis 30 ans. C'est devenu une véritable industrie qui n'est pas sans incidence sur les écosystèmes marins. On parle beaucoup du danger des élevages industriels sur le saumon sauvage. Oui, les dangers sont nombreux, les dangers de maladies. Quand on concentre des saumons dans un petit endroit, les parasites prolifèrent plus, les maladies prolifèrent plus. Les pauvres saumons sauvages qui passent près des secteurs où il y a des fermes d'élevage se font attaquer par ces parasites-là. On a vu des saumoneaux couverts de puces de mer, absolument couverts à tel point qu'ils en mourraient. Donc, on est très content dans la baie des Chaleurs de ne pas avoir de ces élevages-là près. L'an passé, je crois qu'il y a eu 50 000 saumons d'élevage qui se sont échappés en mer. Ils sont venus près de l'embouchure des rivières, mais ils n'ont pas remonté les rivières pour frayer. C'est des poissons qui sont un peu mésadaptés. Non, puis est-ce qu'ils savent se nourrir tout seuls? On ne le sait pas. Peut-être en mer, parce que la nourriture est abondante, mais en rivière, je crois qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Dieu merci, parce que s'ils devaient se mélanger avec le saumon sauvage, ça serait le début de la fin. D'ailleurs, il y a à des endroits plus au sud de Nouveau-Brunswick, on avait 1000 saumons, par exemple, dans une rivière, des saumons sauvages. Ils ont été remplacés par des saumons d'élevage. Des saumons, des truites, des dorades. D'une production de moins d'1 million de tonnes il y a 60 ans, on est passé à plus de 50 millions de tonnes de poissons élevés dans de véritables fermes sous-marines.